Salut tout le monde, c'est Simon Sanchez ou Peanuts pour le troisième épisode de Zero to Hero. Le sous-titre, on va discuter aujourd'hui de la nature du poker, un peu l'essence même de ce qu'est le poker. On va introduire le concept de range, qui est extrêmement important, et des informations essentielles qui sont liées à toutes ces problématiques pour déterminer les ranges, l'état d'esprit à avoir, comment travailler ça. Cette vidéo est également très très importante. De toute façon, les premières vidéos sont vraiment capitales. Il faut vraiment que vous maîtrisiez les concepts et les notions qui sont à l'intérieur. Donc on va y aller sans plus attendre. La première section, on va dire, c'est sur la nature du poker, donc qui est un jeu de décision à information manquante. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, on va expliquer déjà ce que c'est un jeu de décision. Pourquoi on dit ça? Tout simplement parce que les seules décisions à notre disposition au poker, il n'y en a pas 36 000, c'est toujours soit fold, soit check, soit call, soit bet, soit raise. Alors j'utilise évidemment les termes anglais qui sont les plus répandus partout, et si vous jouez en français évidemment c'est coucher, faire parole pour checker, payer, miser ou relancer. C'est un choix d'employer les termes anglais parce que c'est quand même comme ça, même les joueurs français, hein, c'est comme ça que parlent les meilleurs joueurs français puisque c'est quand même en international que le poker se joue le plus et qu'il y a beaucoup de ressources, qu'il y a eu beaucoup de ressources en tout cas à la base, donc je reste avec les termes anglais. Euh, donc c'est assez important de comprendre ça, qu'au poker, vous avez toujours un éventail de décisions possibles et vous pouvez pas vous en sortir, vous pouvez pas d'un coup faire autre chose. Donc il faut toujours comparer une décision à une autre. Des fois on sait pas quoi faire et ça peut être intéressant de se dire bon de toute façon j'ai quoi comme option? J'ai soit fold, je prends un exemple, je vais pas fold, ma main est trop forte, checker j'aime pas trop parce que le coup va être compliqué à jouer. Coller là je peux pas, c'est à moi de parler. Raiser je peux pas, il n'y a pas eu de relance, donc je ne peux que miser et hop on mise. Et après on choisit le montant qu'on mise. Mais il faut toujours comparer quand c'est à nous de parler qu'il faut qu'on prenne une décision. Toujours comparer les différentes possibilités, les différentes options qui sont à notre disposition. C'est très 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 important. Donc prenez conscience de ça. Le poker, c'est un jeu de décision à information manquante, mais avant tout un jeu de décision. C'est à vous de parler, il faut choisir. Il faut choisir ce que vous allez faire, et ce sera toujours soit fold, soit check, soit call, soit bet, soit raise. Et après, ça dépendra le montant que vous mettez, mais ce sera toujours ces options-là. Alors pourquoi j'ai deux jeux de décision à information manquante? Parce que au final, c'est vrai qu'il y a plein de jeux où on peut prendre des décisions. Je vais faire l'analogie avec les échecs, qui sont un bon exemple pour ça. Les échecs aussi, c'est un jeu de décision. On a des pions, il faut les mettre sur des cases. Chaque pion se déplace à tel ou tel endroit. Et c'est vrai que finalement, on a des décisions à prendre à chaque fois, avancer de 2 cases, 3 cases avec la tour, le pion. Donc c'est assez similaire. Mais ce qui est très différent entre les échecs et le poker, pour continuer cette analogie, c'est que contrairement aux échecs, au poker, on n'a pas toutes les informations à disposition. Aux échecs, on voit tout le jeu de l'adversaire, on sait ce qui se passe sur le plateau, on sait les options qu'on a, alors qu'au poker, on a des informations manquantes, c'est-à-dire les cartes de l'adversaire. Évidemment, tout le jeu réside sur le fait qu'on a chacun des cartes privatives, on reçoit 2 cartes pré-flop, et on sait pas ce qu'est l'adversaire. La première chose qu'on fait, c'est regarder nos cartes. Ce qui n'est pas forcément un excellent réflexe d'ailleurs, mais bref, on regarde nos cartes et si évidemment on pouvait deviner les cartes adverses, on serait le meilleur joueur du monde. Il suffirait d'avoir des lunettes magiques pour deviner les cartes adverses, pour être le meilleur joueur du monde sans aucun doute. Donc évidemment, tout le jeu repose sur cette information manquante, c'est-à-dire les cartes adverses, et on va discuter de pourquoi c'est extrêmement important de prendre conscience de ça et qu'est-ce que ça implique. Pour l'instant, ce dont on peut être sûr, c'est qu'au poker, on gagne en prenant de meilleures décisions que nos adversaires. Voilà, tout simplement, comme aux échecs aussi. C'est un jeu où on doit réfléchir pour prendre la meilleure décision. Une fois qu'on a réfléchi et pris la meilleure décision, c'est ça qui va guider notre gain horaire. Et mieux on réfléchit par rapport à nos adversaires, plus on va les battre, puisque nos décisions seront de meilleure qualité. Donc c'est extrêmement important de garder ça en tête, parce que souvent au poker, on a tendance
à se focaliser que sur la chance et à se dire ah je vais vite, il faut que je touche paire d'as ou oh non j'ai touché as-roi et quand il y a eu l'as-au-flop l'autre a fait double paire, j'ai perdu mon tapis, etc. On a trop tendance à se focaliser sur nos cartes et ce qu'il y a au flop, alors qu'en fait en réalité il faut vraiment se focaliser sur la prise de décision. C'est que ça le poker. Notre argent vient du fait de prendre des meilleures décisions que nos adversaires. Ensuite on peut prendre des bonnes décisions pendant des dizaines et des dizaines de fois et moins gagner que quelqu'un qui prend de mauvaises décisions parce qu'il a de la chance. C'est ça qui fait que le poker est un jeu extrêmement difficile et que beaucoup de joueurs arrivent pas trop à dépasser ça. C'est que ils bloquent un peu au stade de se dire ouais mais regarde même quand je joue bien je perds de l'argent alors que lui il joue trop mal, se fiche et il gagne quand même. J'en ai marre et puis on se déconcentre, on réfléchit plus et on prend plus de bonnes décisions. Alors qu'il y a rien à faire. Ce que fait un bon joueur, c'est de constamment se forcer à réfléchir au maximum, prendre son temps pour prendre les meilleures décisions. Donc je pense que c'est vraiment extrêmement extrêmement important de savoir faire ça, savoir prendre son temps pour prendre conscience, même à la table, à chaque fois que c'est notre tour de parler, c'est notre tour de prendre les meilleures décisions possibles et des décisions meilleures que nos adversaires nous feront gagner sur le long terme. C'est ça qui est important. Il faut pas tout le temps penser que c'est à cause de la malchance qu'on perd. Si on joue un an et qu'on est perdant, c'est pas à cause de la malchance, c'est que on prend pas d'aussi bonnes décisions qu'on le pense. Ou qu'alors on prend de bonnes décisions mais que nos adversaires en prennent vraiment des meilleures. Donc il faut jouer une limite en dessous ou si on joue aux limites les plus basses, progresser. Donc c'est très très important de progresser en ayant ça en tête, de se responsabiliser et de pas rejeter seulement la faute sur la variance et la malchance. Essayez vraiment vraiment de garder en tête que c'est le fait de prendre les meilleures décisions possibles qui permet de gagner. Donc il faut apprendre évidemment à supposer ce que l'adversaire peut avoir en main, puisque pour prendre les meilleures décisions, il faut se dire, il faut d'être le moins dans le noir possible. Comment prendre une décision, c'est un peu comme une équation avec des inconnus, quoi. Si on est trop dans le brouillard, on fait des choses sans savoir vraiment ce qu'on fait. On se pose pas vraiment la question de pourquoi on fait ce qu'on fait, ou alors si on se pose la question, c'est trop superficiel. Et il faut vraiment apprendre à supposer ce que l'adversaire peut avoir en main pour savoir un peu ce qu'on fait. Voilà, c'est extrêmement important. Il faut pas seulement se dire ah ben j'ai un mauvais jeu, je bluffe parce que sinon je peux pas gagner le pot, et se dire ah ben j'ai un bon jeu, je vais miser pour gagner de l'argent. Il faut, ça sert à rien de miser cher si si on suppose que l'adversaire a rien, ça sert à rien de bluffer si on suppose que l'adversaire est fort. Donc encore une fois, tout le jeu gravite autour du fait de prendre une décision à partir d'informations manquantes, c'est-à-dire les cartes adverses. La question ça va être comment étant donné que l'adversaire n'a pas de carte, comment on peut apprendre à deviner un peu ce que l'adversaire a dans la main. Voilà, l'idée elle est ici, cela revient à tenter de définir le range adverse ou éventail de main. C'est-à-dire que comme on ne sait pas ce qu'a l'adversaire en main, tout ce qu'on peut faire, c'est supposer les mains possibles qu'il a en main. C'est ridicule de tout le temps dire ah je pense qu'il a ça ou il a que ça, il a paire d'as ici ou il a une top paire ou il a machin. Un adversaire a toujours un ensemble de mains. On est dans l'inconnu. On a un point d'interrogation sur les cartes adverses à la place de voir les deux cartes. Et son interrogation, il faut le remplacer par un groupe de mains qu'on suppose potentiellement cohérentes dans le jeu adverse. Donc l'idée ça va être de définir ça. Donc cet éventail de mains, c'est ce qu'on appelle un range. Donc ça aussi c'est peut-être la notion la plus importante du poker évidemment, puisque comme je vous dis, le but du poker c'est de prendre les meilleures décisions. Et comme si on avait des lunettes magiques pour voir les cartes adverses, on ferait que prendre des décisions excellentes. Le but c'est, vu qu'on a passé lunettes, d'essayer de s'en forger par notre réflexion, d'essayer d'avoir des lunettes qui sont le fruit de notre réflexion en gros, et qui nous permettent de vraiment vraiment presque des fois voir au travers des cartes adverses. C'est-à-dire que des fois on a un très bon read et on est certain que l'adversaire a, par exemple ici dans une situation, on peut être certain que l'adversaire a soit des couleurs, soit des bluffs. Donc on définit un groupe de mains, un range, et on dit dans le range adverse, il a soit des couleurs ici quand il relance, soit un bluff total. Et le fait de faire ça nous permet de savoir si notre décision va être bonne ou pas selon qu'on décide de payer ou de relancer ou de coucher. Alors, on va prendre un exemple pour définir un range. Un exemple tout simple, puisque c'est vraiment une notion centrale qu'il faut tout le temps garder en tête. On va prendre l'exemple
de nous, on est à la table, on relance en premier de parole pré-flop, donc quand on a reçu nos cartes, il n'y a pas encore de carte au milieu, on relance en premier de parole pré-flop, ce qui signifie UTG, UTG ça veut dire under the gun, c'est pour ça que j'emploie les expressions anglaises, c'est que finalement il y a toujours pas d'expression française qui couvre la totalité du vocabulaire du poker. UTG, on dira toujours UTG, ça veut dire under the gun, c'est une expression qui signifie qu'on est premier de parole et qu'on a la pression, on a un flingue sous la tempe parce que c'est à nous de parler en premier, voilà, c'est à nous de nous exprimer. On est juste après la big blind. Donc imaginons qu'on relance en premier de parole pré-flop, donc under the gun, et on se fait 3 bêtes. 3 bêtes, ça veut dire qu'on se fait sur-relancer. Donc on a une main quelconque, on s'en fout ça, on va dire qu'on avait les 10 de cœur, on bête, c'est-à-dire on fait une mise, on relance à 3 blindes par exemple, et on se fait 3 bêtes. C'est-à-dire quelqu'un nous relance, par exemple si on a mis 3 euros pré-flop, quelqu'un nous relance à 10 euros. Donc nous fait un 3 bêtes, ça s'appelle, c'est très important. Encore une fois, si vous n'êtes pas familier avec ce vocabulaire, allez voir le lexique, relisez le guide du débutant, vous aurez beaucoup d'infos. Donc on relance, on se fait 3 bêtes, on peut se dire, ah mince, qu'est-ce que je fais avec mon valet 10? Là, la première chose à laquelle il faut faire attention, c'est par exemple ceci. Faire attention au fait que le joueur est serré. On a vu par exemple qui joue rentrer dans très très peu de coups, qui mise très cher, et c'est son premier 3 bêtes depuis 1 heure. C'est-à-dire que c'est la première fois depuis 1 heure à la table qu'il sur-relance. Donc évidemment, il faut être capable de détecter ces informations à la table. On y reviendra, mais c'est sûr que si on est sur son iPhone entre les coups et qu'on joue juste les grosses mains qu'on a sans réfléchir, on ne saura pas que le joueur est serré, on n'y aura pas fait attention, etc. Mais évidemment, il faut faire attention au maximum d'informations. Donc, on relance, on se fait 3 bêtes, le joueur est serré, Michel est son premier 3 bêtes depuis 1 heure, qu'est-ce qu'on peut en déduire? C'est assez facile, on en déduit que le range probable du joueur, c'est-à-dire son éventail de main, c'est un gros jeu. Voilà, on se doute que dans le range adverse, il y a quasiment tout le temps un gros jeu, c'est-à-dire soit environ JJ plus AK. Alors JJ plus, ça veut dire paire de valet, QQ, KK, As-As, c'est-à-dire paire de valet, paire de dame, paire de roi, paire d'As ou As-Roi, donc que des mains très 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 fortes. Et là on se dit, bon bah voilà, dans le range probable du joueur, il est très serré, il met cher, c'est la première fois qu'il fait un 3 bêtes depuis 1 heure. Écoutez, il doit être vraiment très très gros là. Je pense que il a une paire de valets ou une paire supérieure aux paires de valets ou As-Roi et c'est à peu près tout. On peut peut-être se dire par contre, justement si on n'a pas été attentif et qu'on n'est pas sûr que le joueur est vraiment serré ou que c'est son premier try, on peut dire allez, ou peut-être on peut décider qu'il est un peu en tilt parce qu'il a perdu un coup et se dire il aura peut-être quelques mains moyennes comme As-Valet suited, c'est-à-dire par exemple As-Valet de cœur, de carreau, de pique, As-Valet de la même couleur ou pareil Roi-Dame suited. Donc on peut se dire bon bah voilà, ici le joueur peut avoir quelques mains pas extrêmement fortes, mais quand même relativement fortes. Donc globalement, on sait que le range adverse est fort et qu'il est un gros jeu. Par contre, dans le range adverse, il y a très peu de chances qu'il soit en bluff, donc l'adversaire a globalement un range strong, et même si on voit pas ses cartes, on devine grâce aux informations qu'on récolte à la table que le joueur est assez fort. Donc voilà, c'est très très important de comprendre comment on construit un range, c'est en récoltant plein d'informations à la table, et en déduisant ce qu'il est probable que l'adversaire ait en main. Mais par contre, on se dit pas, ah bah c'est sûr, il a As-As. Non, il peut quand même avoir aussi Roi-Roi, Valet-Valet, Dame-Dame, As-Roi. Et selon que le joueur soit plus ou moins serré, il aura plus ou moins des mains meilleures. Par exemple, il y a peut-être des joueurs dans le monde qui auraient 3 bêtes que paire d'As, mais en moyenne, un joueur serré va quand même relancer ces mains-là. Vous pourrez me dire, mais comment tu sais que le joueur relance que ces mains-là? Parce que tout simplement, ces mains-là font partie des meilleures mains du poker, et que intuitivement, un joueur sait que paire d'As, paire de Roi et As-Roi, c'est très très fort, Dame-Dame également, Valet-Valet, ça reste fort, mais c'est pas fou, donc il est possible, par exemple, si le joueur est très serré, qu'il n'ait pas Valet-Valet, mais qu'il ait, par exemple, que As-As, Roi-Roi, Dame-Dame ou As-Roi. Voilà, ça dépend. Plus le joueur est serré, plus ce range va être serré. Plus le joueur est loose, plus il aura des mains moyennes comme As-Valet, Roi-Dame. Voir s'il est très loose, il peut avoir des bluffs. Maintenant, on va expliquer comment définir un range, qui est effectivement la compétence numéro 1 à maîtriser. J'espère que vous comprenez maintenant pourquoi, puisque c'est ce qui va nous permettre de prendre des décisions optimales à la table. C'est évaluer et deviner ce que peut avoir l'adversaire dans la main. Donc il faut toujours penser en termes de range quand on prend une décision. C'est extrêmement important.
Il faut récolter toutes les informations possibles pour définir un range, donc c'est ce que je viens de vous expliquer. Et j'ai mis les plus essentiels ici, il y en a d'autres. Il faut faire attention au type d'adversaire qu'on a avec ses tendances. Il faut faire attention à la position à la table aussi, notre position et la position de l'adversaire. Il faut faire attention au sizing. Alors les sizing c'est quoi? On en a parlé dans les autres vidéos, c'est les tailles de mise. Est-ce que le joueur mise cher, mise pas cher, mise moyennement cher, 2/3 pot, 3/4 du pot, à hauteur du pot, etc. Il faut faire attention au type de flop qu'on a aussi. Si c'est au flop, si c'est pré-flop, évidemment on peut pas, mais quelles sont les cartes qu'il y a au milieu, flop, turn ou river, et faire attention au timing. Est-ce que le joueur prend beaucoup de temps pour sa décision, il hésite, est-ce qu'il mise très très rapidement, etc., etc. Donc je pense que c'est important de vraiment vraiment prendre conscience qu'il faut récolter toutes les informations possibles et imaginables plutôt pour définir un range, mais même presque inimaginable dans le sens où quand on commence, on n'imagine même pas que certaines informations vont être essentielles parce qu'on n'a pas l'habitude. On a l'habitude de regarder que nos cartes et le flop et vite fait les tendances des joueurs, mais il faut faire attention à plein de petits détails. On en rediscutera. Ça aussi c'est important de parler du haut et de bas de range. Alors le haut du range c'est les mains les plus fortes. Par exemple dans notre exemple c'était As-As et Roi-Roi. On avait dit que le joueur peut avoir Valet-Valet, Dame-Dame, Roi-Roi, As-As et Roi-Roi. Et dans ce range, éventuellement As-Valet et Roi-Dame par exemple, mais dans ce range les plus fortes c'est As-As et Roi-Roi. Le bas du range évidemment c'est les mains les plus faibles dans le range adverse. Et ici dans notre exemple, c'est plutôt Valet-Valet, voire As-Valet ou Roi-Dame appareillé pour reprendre notre exemple. Pareil, très très important de garder ça en tête. Dans un range, il y a toujours le haut et le bas c'est important de savoir polariser ce range en se disant ben voilà ici le haut du range de l'adversaire c'est dans une situation on peut assumer que le haut du range de l'adversaire c'est un brelan mais que comme il a joué le coup il peut pas avoir mieux et que le bas du range adverse c'est un bluff complet par exemple. On prendra des exemples précis au fur et à mesure qu'on progresse évidemment dans la série de vidéos. On peut pas tout faire et je veux pas vous faire peur d'un coup. Donc on va rester sur un truc plus linéaire. On va discuter maintenant de l'attitude et des repères qui peuvent nous permettre d'évaluer un range. Et en l'occurrence évidemment toujours le range adverse. Il faut toujours se demander quel type de joueur on a en face de nous. Alors, je l'ai déjà dit, je vais insister. Pourquoi? Parce que, et ce sera l'objet d'une vidéo, ce sera pas la prochaine vidéo, mais dans les prochaines, il y aura un gros travail à faire de votre part sur déterminer le joueur qu'on a en face de nous. En gros, il y a, on va dire, 4 catégories de niveau de joueurs. Il y a des joueurs gagnants, enfin, il y a 3 grandes catégories de joueurs, on va dire. Il y a les joueurs gagnants, les joueurs on va dire ce qu'on appelle break-even, c'est-à-dire qu'ils sont à plus ou moins zéro, ni ils gagnent ni ils perdent, et les joueurs perdants. Dans chaque catégorie, enfin en tout cas sur les deux extrêmes, dans les joueurs gagnants, il y a des joueurs très gagnants, moyennement gagnants et très peu gagnants. Dans les joueurs qui restent tout le temps à zéro, ça c'est des joueurs moyens qui ni gagnent ni perdent, donc il n'y a pas trop de catégories. Et dans les joueurs perdants, il y a des joueurs perdants, peu perdants, perdant et très perdant. Donc en gros, il faut toujours se demander quel type de joueur on face de nous. Est-ce qu'on a un bon joueur, un mauvais joueur, un très mauvais joueur, un très bon joueur, un joueur assez bon mais à la limite du médiocre? Il faut toujours se demander ça. Et il va falloir aussi apprendre à le catégoriser. Est-ce que c'est un joueur qui joue beaucoup de mains? Parce qu'il peut y avoir un mauvais joueur qui joue serré, il peut y avoir un mauvais joueur qui joue beaucoup de mains, il peut y avoir un mauvais joueur qui joue agressif, un mauvais joueur qui joue passif. Il y a beaucoup de choses, on va justement pas en discuter là plus en détail parce que ce sera l'objet d'une vidéo comme je vous dis et je veux passer à la suite. Mais sachez que dans les informations et les attitudes et repères à avoir pour évaluer le range adverse, il faut vraiment extrêmement faire attention à ça. Voilà, c'est vraiment extrêmement important de faire attention à tous ces détails et cette chose d'information sur le type de joueur. Encore une fois, on verra ça plus tard. Ce qu'il faut bien garder en tête aussi, c'est que ça sert à rien il faut pas juste regarder nos cartes pour vérifier si on touche un gros jeu. C'est important évidemment, mais regardez vos cartes, regardez au flop quand vous avez touché, et puis pensez à autre chose, pensez à est-ce que l'adversaire a peut-être touché ce flop, est-ce que on a la position, qui a parlé derrière nous, quel type de joueur c'est derrière nous, combien il va miser, qu'est-ce qu'on l'a vu faire
qu'est-ce qu'on l'a vu faire les coups d'avant, essayer d'anticiper comment l'adversaire peut réagir selon la décision qu'on prend, etc., etc. Donc c'est vrai que quand on commence le poker, la première chose qu'on fait, c'est vite regarder nos cartes et se dire oh là là, je touche un gros jeu, je touche pas un gros jeu, machin, machin. Mais il faut vraiment dépasser ce stade qui est complètement anecdotique et qui enfin, si vous voulez, il y a aucun avantage à. C'est pas une compétence, quoi. Ça requiert aucune compétence de regarder son jeu et de voir si on a touché un flop. C'est censé être intégré. Voilà, c'est comme si vous faites un concours de chant. On va pas vous applaudir parce que vous parlez la langue française. Et si vous jouez au poker, on va pas vous applaudir parce que vous savez regarder vos cartes et regarder si vous avez touché ou pas. Donc c'est vraiment extrêmement important que vous fassiez plus attention à ça, que ce soit intégré et que vous réfléchissiez par contre à là où la différence se fait, c'est-à-dire l'analyse et la prise de décision. Donc gardez bien ça en tête, ne vous focalisez pas sur vos deux cartes dans les mains et le flop, c'est 1% de votre processus de réflexion au poker, et on pourrait même dire d'ailleurs que ça ne demande quasiment aucun processus de réflexion de regarder notre main et de voir si on a touché le flop ou pas. C'est quasiment instantané de savoir à quel point notre main est devenue forte ou pas avec le flop. Donc il faut... Ça aussi, c'est une attitude à avoir extrêmement importante. Je ferai que le répéter, ça. Mais c'est vraiment capital. Il faut jouer lentement. Il faut vraiment jouer lentement et faire attention à toutes les informations disponibles. C'est encore une fois ce que je vous disais il y a 2 secondes. Hein. Toujours vous demander quel type de joueur vous avez en face de vous, qui a parlé derrière vous, est-ce que vous avez touché ou non le flop, etc. Donc on va pas revenir là-dessus. Mais l'idée ici, c'est surtout de jouer lentement. Parce que si vous jouez trop rapidement, vous allez pas vous donner l'occasion, enfin vous ne vous donnez pas l'occasion si vous jouez rapidement de réfléchir à tout ça. C'est vrai que quelque chose qui est très marquant chez les bons joueurs, c'est justement leur capacité à vraiment prendre leur temps dans beaucoup de décisions qui sont un peu tendues. Évidemment, il y a des décisions automatiques, je vous demande pas nécessairement de jouer lentement lorsque vous touchez une paire d'as, mais encore que c'est toujours bien de jouer lentement pour bien prendre conscience des joueurs qui y a à la table, de ce qui risque de se passer et tout. Alors il faut vraiment pas faire les choses de façon automatique. Donc c'est une attitude extrêmement importante qui permet d'évaluer le range adverse. Enfin, puisqu'effectivement si vous jouez lentement, vous allez vous laisser de l'espace. Puisque le temps c'est de l'espace de réflexion, vous allez vous laisser de l'espace de réflexion pour réfléchir à ce qu'a l'adversaire. Si vous touchez votre flop et que vous misez instantanément, vous n'aurez même pas eu le temps de vous demander est-ce que l'adversaire a touché ou pas. Alors il va payer et vous allez voir une turn et vous allez vous dire mince, mais avec quoi il a payé? Une main forte, une main faible, un tirage, une main moyenne. Donc réfléchissez avant à tout ça et ensuite misez, ou enfin ensuite prenez votre décision. Donc voilà pourquoi il faut jouer lentement, c'est que votre décision, elle doit venir d'un processus de réflexion. Donc ce processus de réflexion, il prend du temps, et plus vous prenez de temps et vous y réfléchissez de façon concentrée, plus votre processus de réflexion s'améliorera, et c'est comme ça que vous gagnerez, puisqu'évidemment, on gagne encore une fois en prenant des meilleures décisions que nos adversaires. Donc jouez lentement et prenez votre temps. Il faut aussi travailler plus souvent, c'est quand même assez important, et de façon plus intelligente. Il faut faire un échauffement, il faut faire un bilan après nos sessions, faire un échauffement avant nos sessions. On va pas développer ça, ce sera aussi l'objet d'une vidéo. Mais sachez que la plupart des choses que ne font pas les joueurs, surtout en petite limite, c'est de travailler leur jeu. Donc si vous commencez le poker et que vous travaillez votre jeu, que vous accordez, je sais pas, moi 20 minutes par jour, en fait l'idée c'est de le faire vraiment quotidiennement. Mais si vous accordez même 10 minutes par jour à travailler votre jeu en regardant une ou deux mains, en regardant même 10 minutes d'une vidéo, c'est déjà ça. Évidemment c'est idéal, l'idéal c'est de faire au moins 20 minutes, une demi-heure et plus si possible. Mais si vous travaillez votre jeu, bah évidemment vous allez approfondir votre réaction, il n'y a pas de secret quoi. Vu qu'au poker on gagne en prenant de meilleures décisions, bah, il faut réfléchir à la qualité de nos décisions. Pour réfléchir à la qualité de nos décisions, il faut avoir du temps et être en dehors des tables. Vous pouvez pas en même temps réfléchir à votre jeu de façon globale et réfléchir à une main en particulier. Donc vous avez besoin de travailler votre jeu et pour évaluer le range adverse, ce sera très important parce que plus vous travaillez votre jeu, plus vous serez fort dans l'analyse des informations que vous avez à la table. Et donc, une fois que vous arriverez aux tables, vous gagnerez du temps puisque votre réaction ira plus vite parce que vous l'avez travaillé hors des tables, tout simplement. Vous serez prêt en quelque sorte. Il faut travailler son mental aussi. Là, j'ai même pas mis travailler plus souvent son mental parce que je pense qu'il y a à peu près 1% des joueurs qui travaillent leur mental, voire enfin, j'avoue que j'en connais quasiment aucun, voire aucun. Enfin, à part des élèves que j'ai coachés et que j'ai incité à le faire, ou ben maintenant
La plume Coach Limpers, qui m'a dit qu'il travaillait effectivement son mental quotidiennement. En fait, personne ne travaille son mental. Tout le monde, en général, la plupart des gens ne travaillent pas du tout. Certains travaillent leur technique, puis ils arrivent aux tables, et voilà, mais ils ne travaillent pas leur contrôle émotionnel, ils ne travaillent pas du tout cet aspect-là. Donc voilà, enfin en tout cas, s'il y a des joueurs qui le travaillent, je pense que ça doit représenter 1% de la population des joueurs au grand maximum. Donc si vous travaillez votre mental en contrôlant vos émotions, travaillez à votre lucidité, la concentration, la patience, résister à la frustration, et encore une fois, là, on fera des vidéos sur ce thème, là c'est global et on est encore dans des introductions, sachez qu'il faut travailler votre technique certes, mais aussi votre mental. C'est très important. Pourquoi? Parce que si on ne travaille pas son mental, quand notre mental va flancher, c'est-à-dire qu'on va être énervé, frustré ou impatient, on va commencer à jouer trop rapidement, à jouer de façon démotivée, on va avoir peur, on va prendre des mauvaises décisions parce qu'on sera influencé par nos émotions, que ce soit la colère, le sentiment d'injustice, la frustration, l'envie de gagner rapidement, on va jouer des gros pots, etc. Donc le mental est vraiment capital au poker. Pour moi, c'est même plus important que la technique. Pourquoi je dis que c'est plus important que la technique? Parce que si on travaille bien son mental, on est motivé et on est lucide. Et si on est motivé et lucide, on se rend compte qu'il faut travailler. Donc en fait, si on a le mental, on va de suite travailler la technique. Alors que si on a la technique, on va pas forcément travailler le mental. Donc le mental, pour moi, c'est le pilier de tout. De toute façon, même dans la vie en général, c'est en ayant un bon état d'esprit qu'on fait bien les choses. Et en ayant un bon état d'esprit, on peut travailler d'autres choses, comme la technique par exemple. Mais si on a un bon mental, on va jouer vraiment de notre mieux aux tables, on va pas s'énerver, on va travailler aussi notre jeu en dehors des tables parce qu'on sera lucide et on sera motivé aussi. Donc avec la motivation et la lucidité, on se rend compte qu'il faut travailler techniquement. Donc voilà, je pense que le mental est très très important. Maintenant, on va clore avec une suite sur l'attitude des repères pour évaluer le range adverse. Comme je vous ai dit, je l'avais déjà mis ici dans jouer lentement, faire attention à toutes les informations disponibles. Ici, j'ai voulu dire faire attention à prendre son temps, différent de l'autopilote. Alors l'autopilote, c'est une notion dont vous n'êtes peut-être pas vraiment conscient. C'est pas une notion qui est spécifique au poker. On peut être en mode autopilote dans la vie. On l'est même tout le temps, hein. Enfin, extrêmement souvent, je veux dire. Être en mode autopilote, c'est-à-dire qu'on ne fait pas intervenir notre réflexion, on fait les choses de façon un peu automatique, voilà, sans réfléchir. Et pourquoi jouer lentement et faire attention à prendre son temps? Là, c'est vraiment dans l'idée, pas pour pousser la réflexion et réfléchir, c'est pour l'idée de s'éviter d'être dans l'autopilote. L'autopilote a... c'est vrai, un signe distinctif reconnaissable extrêmement facilement, c'est quand on joue en autopilote, on fait pas attention en fait, on fait pas attention et encore moins à prendre son temps, on est dans l'automatique. Donc c'est pour ça qu'il faut travailler le mental. C'est que si vous travaillez votre mental, vous allez réussir à prendre conscience aux tables lorsque vous faites des choses en autopilote. Et même notre processus de pensée naturel, le cerveau humain est fait comme ça, hein, je veux dire, des scientifiques ont expliqué, et ça c'est prouvé scientifiquement, on peut dire, comme il y a dans les pubs, même si dans les pubs c'est beaucoup de bêtises qui disent ça. Dans les faits, c'est vraiment très très important de comprendre que notre cerveau marche d'une certaine façon, et en l'occurrence il marche en ayant environ 85% de pensée automatique et 15% de pensée réfléchie. C'est la structure naturelle de notre cerveau. On marche, on se douche, même quand on parle avec des gens, on a plein de pensées qui nous arrivent en tête, on en arrive en tête, mais on est rarement conscient de nos pensées et on les dirige rarement. C'est-à-dire qu'on a rarement un processus de réflexion conscient sur nos pensées. Et donc, c'est un mal qui nous guette énormément au poker, c'est qu'on va commencer à plus trop réfléchir, à faire les choses automatiquement. Et c'est pour ça qu'il faut faire l'inverse de tout ça. Évidemment, l'autopilote, c'est la concentration et la lucidité. Donc c'est pour ça qu'il faut se pousser à être concentré, être lucide. C'est pour ça que je vous conseille de ne pas faire des sessions trop longues et de faire régulièrement des pauses, quitte à faire une pause que de 10 minutes. Mais ça permet d'éviter l'autopilote et de faire reposer le cerveau pour se reconcentrer de nouveau. Donc faites vraiment attention à prendre votre temps, contrairement à être en autopilote. Gardez en tête que 85% de nos pensées sont automatiques. On ne les choisit pas et elles viennent à nous comme ça. C'est-à-dire, on est en train de marcher, de faire un truc, on est dans les embouteillages et puis on se dit, oh là là, tiens, c'est vrai, j'ai oublié de faire mes courses. Tiens, c'est vrai, il faut que je paye mes impôts. Tiens, c'est vrai, voilà. On pense à plein de choses comme ça, mais c'est des pensées qui nous viennent automatiquement. Lorsqu'on casse l'automatisme, c'est lorsqu'on se concentre et qu'on décide par notre libre arbitre de focaliser notre attention sur quelque chose. On dit, oula, attention, fais attention, qu'est-ce qui compte pour moi là maintenant, telle ou telle chose, ok, je vais m'appliquer à bien le faire. Et au poker, c'est ce qu'on doit tout le temps faire. Qu'est-ce qui compte pour moi? Prendre la meilleure décision ici maintenant,
Ok, alors je vais m'appliquer à bien le faire. Comment? En récoltant les informations, en étant lucide, calme, patient et en jouant lentement, et donc en prenant son temps. Donc extrêmement, extrêmement important. Là, on parle vraiment de choses qui peuvent paraître bateaux, mais j'espère que j'arrive à vous transmettre l'importance de tout ça, parce que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas fait dans les faits, quoi. Je coach beaucoup d'élèves et beaucoup d'élèves pensent souvent avoir des problèmes techniques, mais ils n'ont pas de problème technique, c'est juste qu'ils n'ont pas l'habitude d'être extrêmement concentrés et d'extrêmement approfondir leur processus de réflexion. Ils en restent à un stade trop automatique, quoi. C'est-à-dire qu'ils poussent pas la réflexion, ils se concentrent pas assez, et c'est pour ça qu'il faut prendre son temps et vraiment approfondir les choses pour gagner au poker. Il faut aussi se demander si la ligne de l'adversaire est cohérente ou pas par rapport à son range. Alors la ligne ou line en anglais, c'est quoi? La ligne, c'est par exemple le schéma de jeu qu'a fait un adversaire. Par exemple, il a misé pré-flop, il a checké flop, il a check raise turn et il a misé pot river. Voilà, c'est la ligne, c'est l'ensemble des décisions qu'a pris un adversaire pendant un coup joué. Donc il faut toujours se demander pour évaluer le range adverse si la ligne de l'adversaire est cohérente ou pas. Par exemple, si un mec relance pré-flop qu'il est payé par deux joueurs et qui tombe, je sais pas, un flop As 5-2 sans tirage couleur et qu'il check trois fois jusqu'à la river, il y a peu de chances qu'il ait un breland as. Il y a peu de chances qu'il avait paire d'as pré-flop, qu'il ait touché un breland as. Il aurait bien misé un moment ou un autre. Donc évidemment, quand on évalue le range adverse, on essaye d'évaluer ce qui est le plus probable que l'adversaire ait en main. Et bon, évidemment, il est peu probable que le joueur ait une paire d'as dans une situation comme ça. Donc selon la line adverse, enfin la ligne, c'est-à-dire l'ensemble des décisions qu'il prend dans un coup, on peut se dire bon là ok dans le range adverse ça m'étonnerait qu'il y ait une très bonne main. Par exemple pré-flop aussi, quand un adversaire est au bouton par exemple et qu'il paye juste une relance adverse, et si c'est un bon joueur régulier, on va se dire ah bah il y a peu de chances qu'il ait As-Roi, la plupart du temps il aurait su relancer. Alors il peut avoir As-Roi, mais le plus probable c'est qu'il ne l'ait pas. Donc voilà, vu que le range c'est une supposition sur l'éventail de main adverse, c'est ça le range. Enfin, le range, c'est l'éventail de main adverse, et notre travail, c'est de l'évaluer, de supposer. On va au plus probable. Et donc, selon les décisions que prend l'adversaire en face de nous, selon les actions qu'on l'a vu faire, on va pouvoir évaluer si la ligne qu'il fait est cohérente ou pas par rapport à son range. Donc, voilà. Par exemple, il y a des fois, selon ce qu'a fait l'adversaire, on va se dire non, là jamais il peut bluffer, c'est impossible, j'ai représenté trop de force et tout, il y a la couleur qui est tombée, etc. Je vois pas ce qu'il aurait pu bluffer, quoi. Ensuite, extrêmement important aussi, prendre des notes et réfléchir au coup joué à froid en profondeur. Donc j'insiste encore sur l'idée de vraiment aller chercher en profondeur la réflexion. La prise de notes, c'est quoi? C'est ce que j'appelais le bilan. Il faut toujours prendre des notes et réfléchir au coup qu'on a joué à froid, parce qu'à la table on peut pas forcément le faire. Et c'est assez important de rester bien bien concentré sur ça. Ensuite, un dernier détail, on va s'arrêter là, c'est qu'il faut tout le temps essayer de s'entourer de joueurs plus forts que nous et demander à des joueurs donc plus forts ce qu'ils en pensent. Ce qu'ils en pensent de notre raisonnement, de l'évaluation du range adverse, ce qu'ils en pensent de la meilleure décision dans un coup. C'est vrai que progresser tout seul c'est bien, aller chercher le processus de pensée et le fonctionnement des meilleurs, c'est quand même mieux. C'est pour ça que quand on est à l'école, on n'est pas autodidacte, on a des professeurs et des maîtres qui nous instruisent. C'est pareil pour tout, dans n'importe quel processus d'apprentissage. Il faut demander à des gens meilleurs que nous leur avis pour gagner du temps et progresser plus vite. Donc voilà, c'est vraiment l'ensemble des attitudes et repères à avoir pour évaluer le range adverse. On a parlé d'un processus global de progression aussi, bien évidemment. Et je veux que vous gardiez ça en tête. J'espère vraiment que cette vidéo vous aidera. Parce que pour la suite, tout ce qu'on a vu dans les trois premières vidéos là, c'est capital. Que ce soit le vocabulaire, les notions de variance, les notions de win rate, les notions de la nature du poker, comment travailler son jeu, le mental. C'est vrai que ça fait beaucoup d'informations de suite. Et que des fois, quand on lance des vidéos, on a un peu envie de suite trouver des techniques pour gagner rapidement au table, mais ça marche pas comme ça. Il faut vraiment reprendre les bases, bien comprendre ce dont on parle et ce dont il s'agit, et ensuite on rentrera dans le vif du sujet petit à petit. Gardez en tête que Zero to Hero, c'est une série de vidéos qui fera sûrement 70 vidéos, 80, peut-être un peu moins, un peu plus. Mais donc en 70 vidéos, on y va pas à pas, graduellement. L'idée, c'est vraiment de faire en gros, le poker traité de joueur débutant à joueur gagnant en NL100. Le premier stade où on peut être joueur pro. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera et qu'on pourra en discuter sur le forum ou sur les commentaires de la vidéo. Je vous dis à bientôt tout le monde, bon grind, bon poker, et puis j'attends vos commentaires avec impatience, donc donnez-moi vos retours. A plus tout le monde.